Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Dans le cadre de l'émission Le Pied Ferme, aujourd'hui, nous allons parler de la culture du maïs. Et nous allons, entre autres, vous présenter une nouvelle technologie, soit la culture de maïs sous plastique. Nous rencontrerons également un producteur qui nous parlera du maïs d'ensilage et également qui fera la différence entre le maïs sec et le maïs humide. Monsieur Pelletier, on est près du maïs. Oui. C'est pas par hasard. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les différents maïs qui sont servis comme produits alimentaires aux bovins? Bon, c'est sûr, aux vaches laitières ou aux bovins de boucherie, on les sert sous trois différentes façons. Soit qu'on l'utilise en maïs ensilage, c'est-à-dire qu'on coupe la plante, puis on ensile au complet la tige, les feuilles, les grains et même le cœur de l'épi. Okay. On peut aussi, si on utilise une fourragère pour le faire, on peut le battre avec une batteuse, le conserver de façon humide. Normalement, quand on le récolte, on le bat autour de 30 d'humidité. On le met dans un silo atmosphère contrôlée, se conserve de façon humide, ou on le sèche avec de la chaleur, on l'abaisse à 14 degrés, puis on le conserve dans un autre type de silo qui n'est pas hermétique. OK. Quand vous dites justement qu'on le met dans un silo hermétique ou bien qu'on le sèche, dans ce cas-là, c'est uniquement la partie de la céréale. C'est le grain. Le grain. Même pas les pieds, là, seulement le grain. Ouais. Quand on arrive au niveau de l'alimentation, là, on a parlé du bovin laitier, mais dans les autres espèces, au niveau de l'utilisation du maïs, si on y va au niveau du porc, certainement pas qu'on utilise la plante au complet. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Le porc, c'est toujours maïs sec. Là. Okay. La seule façon qu'il peut être utilisé. Le poulet, c'est la même chose, maïs sec absolument. Les bovins de boucherie, les autres, ils vont y aller maïs ensilage, maïs humide, maïs sec, il n'y a pas de problème. Là. Plus dans l'engraissement que dans la vache veau, si on peut dire. Okay. Mais, ouais. Au niveau pratique, si on délaisse l'alimentation pour aller au niveau, revenir sur la culture, quand on arrive au niveau de la préparation des sols, est-ce que c'est à peu près la même chose? Ouais. Que... C'est la même chose que ce qu'on consomme de l'orge, du blé ou du soya. On prépare le sol normalement, puis on le sème avec un semoir à maïs, là, un planteur, si on peut dire, là, qui est fait expressément pour planter du maïs. Là. Mais il n'y a rien de particulier, même que le sol peut être travaillé assez grossièrement parce que la graine est quand même grosse, puis il n'y aura pas de problème. De la profondeur. Ce qui est important, c'est qu'il soit semé pas trop profond, pas trop dans l'humidité, puis quand même assez profond pour que les racines s'établissent bien, 2 pouces normalement. Au niveau de la culture du maïs, ici dans la région, on est comme chanceux parce qu'on est à la limite territoriale. Pouvez-vous nous expliquer le concept? Ouais. C'est ça, la façon que ça fonctionne, le maïs, les hybrides sont classés selon les unités thermiques. L'unité thermique, maïs, c'est la quantité de chaleur que le maïs a besoin dans son été pour faire l'été au complet, pour se rendre à maturité à l'automne. Bon, ça fait que, mettons ici, on est dans une région à 2200 unités thermiques. Ça veut dire que pour faire un maïs grain, on ne peut pas semer plus que 2200 ou 2250 si on le sème un peu tôt. Tandis qu'un maïs ensilage, on peut aller un petit peu plus, peut-être un 2300 ou 2350, mais ça, c'est le maximum qu'on peut aller là, dans la région ici comme hybride. Fait que là, notre offre d'hybride n'est pas la même qu'à Saint-Hyacinthe. Okay. Quand on regarde, on a parlé tout à l'heure d'alimentation à partir de plantes fourragères, entre autres la luzerne. Si on fait le comparatif, un champ de foin versus un champ de maïs, toute proportion gardée, parce qu'on est vraiment en hauteur. Ouais, c'est ça. Quel est l'avantage? Oui, c'est ça. Bien, dans le maïs, il y a le grain qui est 40 le maïs ensilage, 40 du poids à peu près. 60 c'est la tige, les feuilles et ce qui reste. Bon, puis pour le rendement, si on prend une bonne luzernière, ici dans la région, au Kamouraska en bas, là, 7 tonnes à l'hectare, c'est pas mal le maximum. Matière sèche, maïs, on va aller chercher 15, 16, 17. Okay. C'est plus que le double. OK. Ouais. Fait que pour le producteur, c'est intéressant. Oui, si quelqu'un qui est limité sur les superficies, intéressant parce qu'on va chercher du volume. OK. Ouais.
Comme producteur agricole, je pense que vous avez à cœur la protection de l'environnement. Si on regarde la culture des plantes fourragères versus le maïs, Ouais. il y a beaucoup de... On Ouais, pense c'est que... Ouais, c'est Comment ça. vous analysez Ben, ça c'est comme plus la façon producteur? qu'on fait la rotation, là. Souvent, nous, le maïs, ben, tu sais, souvent, ils nous disent, ah, c'est une plante qui est polluante, tout ça. Mais en réalité, moi, je dirais que non, parce que c'est une plante qui pompe beaucoup, qui a besoin de beaucoup de matière, de minéraux, là, les NPK, là, azote, phosphore, potassium. Donc, on peut passer beaucoup d'engrais de ferme. C'est une plante qui valorise super bien les engrais de ferme. Fait que la plupart des producteurs, ils vont mettre une bonne quantité d'engrais de ferme dans le maïs. Puis les engrais de ferme, ils ne combleront pas tous les besoins du maïs. Fait qu'on rajoute un peu d'engrais granulaire en plus, là. Mais c'est sûr que quand on parle de ferme laitière, qu'il n'y a pas de monoculture de maïs, là, que les gens vont faire 1 an ou 2 ans de maïs, après ça, ils reviennent avec des prairies. C'est pas, pour la santé du sol, là, en général, c'est pas différent de quelqu'un qui ferait juste de la plante fourragère, si on peut dire. Puis comme empreinte écologique, de toute façon, si on a une luzernière, on va aller essayer d'aller faire 3-4 coupes, Ouais, tandis que si on fait un semis, fois. une coupe, Ouais, fait que c'est ça. il y a quand même, ça se balance C'est ça. à ce niveau-là. Ouais. OK. On a 3 épis. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les 3 épis? Qu'est-ce qui est... C'est ça. Lui, on voit, lui, c'est un maïs grain. On voit qu'il y a plus de grains sur l'épi. Il est vraiment fait pour produire du grain. OK. Tandis que les autres, c'est deux maïs en silage. Lui, il est plus hâtif. C'est pour ça qu'il est plus avancé, là. Il est jaune. Lui, c'est un qui est plus tardif. C'est un autre type aussi. Les grains ne sont pas pareils. OK. Mais c'est pour ça, le maïs grain, il faut vraiment que l'épi... Comme lui c'est un petit, là, mais on n'a pas la région non plus pour faire du maïs grain, parce que souvent, dans les régions chaudes, les épis vont être plus gros, plus longs. OK. Lui, c'est ça, c'est pour faire... Tandis que dans le maïs en silage, c'est un peu moins important, l'épi. C'est quand même... Souvent, on regarde la tige, les maïs grains ont des grosses tiges parce qu'on ne récolte pas la tige, qui peut résister beaucoup l'automne, le vent, les pluies, parce que c'est récolté tard. OK. Maïs en silage, on va avoir beaucoup de feuilles, une tige fine, puis des épis qui sont souvent un peu moins gros qu'un maïs grain, là. OK. Fait que c'est la différence là, C'est entre maïs grain et ensilage. Là. OK. Au niveau de... Si on y va maintenant, là, on a parlé de la plante au niveau fourragère. Si on y va au niveau des 2 autres catégories, de quelle façon, comme producteur, vous les utilisez? Moi, présentement, là, j'utilise avec une bonne quantité d'ensilage de maïs, je comble avec de l'orge parce que c'est plus difficile dans la région ici de produire le maïs en grains, si on peut dire. En ensilage de maïs, ça va bien. Ici, dans la région, il y a certains producteurs qui vont en faire en grains, mais ils le conservent humide. Le sécher, souvent, à moins une année comme 2012, l'an passé, c'était un exceptionnel qui a fait chaud. Là, il a été battu à 30 puis c'est possible de le sécher, mais souvent, il va être battu à 35-40 Puis là, le sécher, ça devient presque impossible. Fait que dans la région, ceux qui vont utiliser du maïs sec, ils vont l'acheter. Puis ceux qui vont produire leur maïs, ils vont plus y aller à l'entreposé humide, là, qu'ils ne sécheront jamais. Ils vont l'entreposer humide, ils vont le donner aux animaux. Mais il n'y a pas vraiment de producteurs qui vont produire du maïs pour en vendre dans la région. OK. Puis au niveau de l'utilisation, au niveau des programmes alimentaires... Oui, c'est ça. Bien, si le sec ou l'humide, c'est semblable là, pour les vaches. C'est juste plus la façon de le conserver, là. Puis c'est ça, souvent, ou quelqu'un qui aura une plus basse proportion d'ensilage de maïs dans sa ration, mettons un 25 ensilage de maïs, 75 l'usine, mais là, il peut rajouter du maïs sec là, pour combler son énergie. Ouais. OK. Ouais. Fait que le silo que vous avez pour l'entreposage, c'est le silo pour la plante au complet, Ouais, et c'est pas en atmosphère contrôlée. Non. Si on prend un silo en atmosphère contrôlée, comment l'expliquer de façon pratique? C'est comme si c'était finalement qui était contenu dans un pot maçon. Il n'y a pas d'oxygène dans le silo. À la fin, quand le silo est fermé, il est scellé. Puis il y a une façon qui est comme un poumon à l'intérieur, un ballon qui gonfle et qui fait sortir l'air du silo. OK. Puis qui empêche l'oxygène. Parce que humide à 30 là, il faut vraiment pas qu'il y ait d'oxygène, sinon ça ne se conservera pas, là. OK. Fait que, à la grandeur du Québec, règle générale, il y a un type de silo qu'on dit hermétique, qui sont les silos bleus. Souvent les bleus, là, Souvent. La plupart du temps, on voit ça, OK. c'est les silos bleus. Ou sinon, on le voit de façon standard, les gris qui sont comme pour en dalle. tôle, là, ouais, en tôle. Oui, ça, c'est sec, OK. grain sec habituellement. Ouais. Là, on voit les parcelles, c'est vert. Ouais. Par contre, il arrive des problèmes des fois si c'est pas chaud Ouais, et humide. c'est ça. L'an passé, il y a des gens qui l'ont perdu dans le coin, là, que c'était trop sec. Là. Fait que le maïs il a séché, c'est ça, avant, puis il a été obligé de le récolter trop tôt, là, parce qu'il est en train de le perdre. Là, ouais. OK. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas moyen de le récupérer de quelconque façon? Ou... Oui, bien, l'an passé, c'est ça, ils ont oscillé, les gens qui étaient en train qui allaient le perdre, ils l'ont oscillé tôt. Ça fait pas
Ça fait pas, si on peut dire, nous on appelle ça une analyse. Là, quand on prend l'analyse des éléments, c'est pas une analyse de maïs en silage, c'est une analyse de prairie, de foin de prairie. Ouais. Fait qu'au niveau de l'énergie, Il y justement, avait la pas de céréale n'était pas là. Oui, là. le grain n'était pas dedans. OK. Fait qu'on a la fibre Ouais. qui peut... C'est ça, c'est ça. Ils l'ont sauvé comme ça, là, OK. au lieu de tout Si on perdre. là. appelle sauver, Ouais, justement. c'est là, ça, c'est ouais, c'est ça. d'essayer de récupérer le récupérable. Ouais, là. c'est ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de maïs sec qui se fait par ici, plus de maïs humide, mais il y a quand même des producteurs qui achètent leur maïs humide. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il en manque? Oui, c'est ça. Bien, il y en a qui... Même le maïs humide, c'est comme... c'est limite là, pour le produire. Là. Souvent, les batteuses qu'on a dans le coin, ils ne sont pas équipées pour battre du maïs. Là. Ça prend une batteuse avec un nez spécial. Il y a quelques producteurs qui en ont, mais ce n'est pas tous les producteurs. C'est pour ça qu'il y en a qui achètent du maïs humide. Ceux qu'on achète du maïs humide à l'automne, il est moins cher. Là. Fait que c'est les gens qui ont des silos pour l'entreposer, ils vont se stocker, ils vont acheter 3, 4, 5 vannes, là, dépendant des besoins qu'ils ont, là, 200 tonnes, mettons, à l'automne. Puis souvent à l'automne, dans les régions comme Saint-Hyacinthe, les séchoirs à maïs ne fournissent pas. Fait qu'eux autres, s'ils peuvent sortir du maïs humide vite, bien, ça fait leur affaire. OK. Puis la différence de prix, c'est bien sûr le Ouais, fait qu'il n'y a pas le séchage. Oui, il n'y a pas de séchage, c'est ça. Ouais. OK. C'est ce qui fait qui est moins cher. OK. Puis comme nous, vu qu'on est à la limite des unités thermiques, certainement que dans les régions chaudes, Saint-Hyacinthe, le sud de Montréal, ils vont quand même prendre des risques d'aller avec du 2007 et c'est plus sûr. au niveau de l'unité Ils vont aller thermique. avec du 3000. Ouais, Fait que des fois, il faut qu'ils le sauvent Oui, eux c'est autres aussi. Fait qu'ils le Parce passent que en le maïs, humide. plus qu'il est tardif, plus le rendement est élevé. Ah, OK. C'est ça. Et en tant qu'agronome, est-ce qu'il y a de l'innovation qui se fait pour aider les producteurs à faire pousser davantage leur maïs ou à avoir une meilleure qualité? Bien, c'est ça, ce qu'on voit ici dans la région, les hybrides hâtifs comme ça, là, on n'avait pas ça là, 10-15 ans. Là. Puis il y a une autre chose c'est les traitements de semences au printemps sont tellement efficaces aujourd'hui que des maïs on prendrait un maïs de 20 ans, là, on l'aurait semé cette année avec toute la pluie qu'on a eue, il n'aurait pas levé. Ah, OK. Les nouveaux maïs d'aujourd'hui peuvent rester 3 semaines dans la terre sans pourrir. Hein. OK. Ouais. Fait que c'est des Les traitements traitements... de semences sont plus efficaces, puis les hybrides hâtifs. OK. Fait que ça permet de protéger la semence pour pas Ouais. qu'elle pourrisse Oui, au c'est sol. ça, avec nos puis qu'elle soit printemps qui capable sont de... plus vieux puis qui sont froids. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est dans des régions comme ici, on est capable de faire du maïs qu'on faisait pas 10-15 ans. Là. Ouais. Mais surtout que les rendements aussi sont bons. Là. Ici, comme tantôt je parlais, ici dans la région en bas, on atteint 16 tonnes hectares de matière sèche en ensilage, puis à Saint-Hyacinthe, ils sont à 20. Là. C'est quand même pas, c'est pas énorme là, pour la différence de température. De là. température. Oui, là. c'est ça. Unité- Ici, on a un peu microclimat à la Pacatière, c'est spécial. Là. Si on va à Montmagny ou Rivière-du-Loup, ils n'ont pas ça. Là. Mais ici, c'est vraiment... Ouais. Puis la terre qu'on a, l'eau argileux, Assez ici, ben, intéressant pour pour ça le aussi. maïs, c'est idéal. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Aujourd'hui, à la chronique vétérinaire au pied ferme, on parle de quelque chose qui est très important chez les animaux et qui suscite beaucoup d'interrogations parfois chez le maître, la nourriture à aider. Oui, effectivement, on a toujours beaucoup de questions par rapport à ça. Puis il y a tellement de choix sur le marché maintenant de nourriture, puis on est noyé dans la publicité. Moi, je trouve que c'est fou comment on a de publicité maintenant à la télévision. Et des fois, ça amène des mauvaises informations. Hein? Ça a du bon, puis ça a du pas bon. Bien, c'est surtout le prix qui vient souvent influencer. Hein? Oui, c'est sûr que le prix, les gens vont le regarder, puis c'est la même chose pour l'alimentation humaine. Hein? Tout coûte plus cher maintenant, fait qu'on essaie de trouver un moyen de bien nourrir, mais sans se ruiner aussi. Fait que le prix est effectivement un problème, si on veut, pour les gens. Mais est-ce qu'on a tendance parfois à trop en mettre? Pas au niveau de l'argent, mais au niveau de la nourriture dans le plat du chien. Définitivement. Définitivement, je vous dirais que, on dit que, selon les chiffres, il y aura au moins 50 des animaux de compagnie qui sont présentés dans les cliniques vétérinaires qui présentent un surpoids. OK? Puis là-dessus, il y en a à peu près 20 qui sont obèses, considérés obèses. Fait que oui, définitivement, on en donne beaucoup. Alors, la question qui tue, comment je fais pour choisir une bonne moulée pour mon animal? Ah, c'est effectivement une qualité. C'est sûr que
En étant vétérinaire, je ne pourrais pas faire autrement que vous dire, fiez-vous à vos professionnels de la santé, qui sont les vétérinaires. On est formés en nutrition, nos techniciennes sont formées, dépendamment des endroits où vous allez aller. La plupart des techniciennes reçoivent des formations régulières en nutrition. Nous, ici, ils en reçoivent quasiment une fois par mois des formations. Donc, ils deviennent de plus en plus connaissantes dans la nourriture qu'on vend. Et la nourriture doit être adaptée pour un individu. Fait que la poche marquée « Teckle » à l'animalerie, elle peut être bonne pour votre teckle, mais c'est peut-être pas la meilleure nourriture pour votre teckle à vous, qui a un surplus de poids, qui a peut-être un peu d'arthrite, qui a des problèmes de dents, tout ça. Fait que c'est un conseil que vous allez aller chercher de votre médecin qui va vous donner la bonne recommandation. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le prix en vaut la chandelle, autrement dit? Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher, finalement? Bien, écoutez, moi, c'est sûr que je suis un peu vendue aux nourritures vétérinaires. Moi, mes animaux sont là-dessus. Je vous dirais que la grosse différence entre la nourriture en épicerie et en animalerie et la nourriture en clinique vétérinaire, c'est l'assurance de la qualité. Je ne pourrais jamais dire à quelqu'un que la nourriture qu'il achète en épicerie ou en animalerie n'est pas bonne. Si je le faisais, ça serait malhonnête, parce que je ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un le sait? Pas vraiment. Ces nourritures-là n'ont pas de contrôle au niveau, en général, de la qualité des ingrédients et il n'y a pas d'études de fait sur ces nourritures-là. Certaines vont se baser sur les études faites par la portion haut de gamme de leur compagnie, mais reste qu'il n'y a pas de standardisation. Donc, ça peut très bien faire pour certains animaux. Ça peut très bien aller aussi pendant 10 ans et à un moment donné, la formulation change et ils n'ont pas besoin de vous avertir de ça et il y a un problème. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est mauvaise? Définitivement pas. C'est un peu de laisser-erreur. C'est difficile à gérer. Pour les chats, par exemple, je ne sais pas pour les chiens, mais il y a souvent de la nourriture en canne ou de la nourriture en croquette. Oui. En fait, on a longtemps dit que la nourriture en canne n'était pas bonne pour les chats. Bien, on dirait que c'est parce qu'il aimait ça. Oui. On dirait qu'il aimait tellement ça qu'on dit que ça ne doit pas être bon. Oui, probablement un peu. On se dit toujours, c'est soit ça, soit les gens me disent, bien, c'est ce qu'il aime, c'est ça qui est bon pour lui. On a deux optiques là-dedans. En fait, les études nous montrent maintenant que la vraie meilleure alimentation pour le chat serait la nourriture en conserve. Parce que c'est des animaux qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Puis les chats viennent de pays désertiques, hein, donc ils ont tendance à moins boire d'eau, manger trop de calories parce que, comme c'est la nourriture sèche, l'effet de satiété est beaucoup plus lent à s'installer et c'est des sédentaires. Donc, ils ont tendance à engraisser puis à avoir des problèmes urinaires. Et au niveau du prix, je vous dirais que quand on regarde qu'est-ce que ça coûte par jour nourrir un chat avec la nourriture vétérinaire versus la nourriture d'épicerie ou d'animalerie, vous seriez surpris de faire le calcul. Je vous mets au défi. Je l'ai fait, puis j'ai été surpris. Ah, c'est oui. bon. Mais merci, Heidi. Ça fait plaisir. Quand on parle de maïs, est-ce que c'est possible de démystifier un petit peu les genres de cultures de maïs que l'on retrouve ici en région? Dans la région ici, il se fait deux types de cultures de maïs. On parle de maïs en silage et maïs grain. Nous, du maïs en silage, c'est du maïs qui sert pour alimenter les vaches en fourrage. Donc, la totalité du plan sert à alimenter les animaux, tandis que quand on parle de maïs grain, on récolte vraiment juste le grain de l'épi. Puis ça sert aussi à l'alimentation animale. Là. OK. Puis quand on parle de maïs humide, quelle est la différence? Oui, maïs humide, ça va au niveau du maïs en silage. Dans le fond, c'est récolté humide. Donc, c'est entreposé dans des silos fausses ou des silos tours, ce qui fermente, puis fait une fermentation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du maïs en silage. OK. On est ici ce matin, c'est assez particulier comme culture. Oui, c'est ça. Effectivement, nous, chez Dinaco, on est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une parcelle de recherche cette année au niveau de la plasticulture du maïs, tant au niveau du maïs en silage et du maïs grain. On a deux variétés. Les recherches sont effectuées aussi en collaboration avec Bioptère. Donc, c'est ça qu'on voit ici en arrière, là, la plasticulture. Là. OK. Quand on parle de plastique, on parle d'environnement. Ça doit pas être méchant pour l'environnement, tout ce qu'on voit Non. aujourd'hui, Le plastique qu'on utilise, dans le fond, c'est pour créer comme une mini-serre en dessous des rangs du maïs. Le plastique il est phytodégradable et oxydégradable. Donc, dans le fond, les bandes qu'on voit se dégradent avec l'air et avec la lumière. OK. Puis on voit que c'est particulier parce que le maïs, justement, ça fait une genre de serre, mais il a été placé au sol, il a été renterré sur les bordures. Oui, exactement. Dans le fond, la méthode qui est utilisée ici, c'est pas avec le semoir de la compagnie, de la technologie, c'est vraiment avec un semoir conventionnel parce qu'on n'a pas eu le semoir de la compagnie. Par contre, ce qu'on a fait, on a préparé le terrain à l'automne. On a, après ça, RC ce printemps. On a fait le semis. Ensuite, on a appliqué un démarreur aussi au semis. On a aussi fait un contrôle des mauvaises herbes après.
Puis après ça, on a déroulé le plastique par-dessus les rangs avec une dérouleuse manuelle. Là. OK. Fait que la nouveauté, elle est vraiment là. C'est dans les premiers essais au Québec, là, si on peut... Oui, exactement. C'est vraiment nouveau. La technologie est développée en Europe, ça fait quelques années. Par contre, ici au Québec, là, on commence à en parler. Donc, c'est pour ça que nous, on voulait l'essayer cette année pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Si on parle des avantages et des inconvénients qu'on pourrait avoir avec une telle culture? Bien, au niveau des avantages, c'est sûr et certain que dès les premières journées, on avait déjà une différence de température du sol entre celui-là, le témoin qui n'était pas de plastique, et celui-là qui avait un plastique. On parlait d'à peu près, après quelques jours, d'une dizaine de degrés de différence. Donc, ce qui fait que le grain germe plus vite. Ça peut amener... Le maïs se calcule la maturité du maïs se calcule en unités thermiques. Donc, dans la région, on parle ici entre 2000 et 2100 unités thermiques. Avec le plastique, on peut aller chercher jusqu'à 300 unités thermiques de plus parce que ça fournit plus de chaleur à la graine. Okay. Au niveau des inconvénients, ce qu'on peut avoir, c'est sûr que quand la graine germe plus vite, il y a un risque de gel au sol, fait que ça peut être important, ça peut être risqué là, parce que la graine, elle sort plus vite que le témoin. Là. Monsieur Bélanger, au niveau du choix du plastique, on remarque qu'il y a des perforations. C'est un plastique qui est vraiment particulier. Oui. Dans le fond, le plastique qu'on a utilisé, c'est vraiment le plastique de la technologie Samco. Samco, c'est la compagnie qui promouvoit cette technologie-là. Donc, chaque plastique est adapté à chaque région. Nous, c'est le plastique qui nous a été recommandé. C'est du plastique blanc, transparent. On remarque au niveau de la culture, aujourd'hui, il y a certains plants de maïs qui ne sont pas encore sortis et il y en a qui ne sortiront pas. Est-ce qu'il y a des plus grosses pertes ou bien si la rapidité... C'est un peu pourquoi qu'on voulait l'essayer chez Dinaco. On voulait savoir comment fonctionne la plasticulture, quels résultats on allait obtenir. On voit encore ici là, du maïs qu'il est rendu à 6-7 feuilles, qui est en dessous du plastique, qui pousse à l'horizontale, qui n'est pas encore sorti. Tandis que d'autres plants qui sont sortis, que les autres sont partis. Mais il y a une bonne différence entre le plant témoin et le plant en dessous du plastique. On parle quasiment de 3 feuilles jusqu'à maintenant, ce qui est énorme. Là. OK. Quand on parle de 3 feuilles, c'est parce que justement, c'est la croissance qui va se faire beaucoup plus rapidement. C'est ça, la croissance a été beaucoup plus rapide compte tenu de la chaleur qu'il y a eu en dessous du plastique et l'humidité aussi là, du sol. Là. OK. Vous avez parlé des unités thermiques qui sont bien sûr en lien avec la croissance du maïs. Et il y a des variétés qu'on ne réussissait pas à avoir dans la région. Non, exactement. Dans le fond, chaque variété de maïs est calculée pour venir à un terme de maturité en unités thermiques. Dans la région, tantôt, j'ai parlé en 2000-2100 unités thermiques. Donc, chaque variété a sa cote d'unités thermiques. Avec le plasticulture, on peut aller chercher jusqu'à 300 unités thermiques de plus. Mais ça ne permettra pas aux producteurs de semer une unité thermique avec 300 de plus. Ce que ça peut permettre, c'est d'en semer du maïs ou dans des régions où c'est plus difficile ou plus risqué, compte tenu qu'à l'automne, on a un gel qui est très hâtif. Là. Au niveau du maïs, ça, c'est du maïs qui est destiné à la consommation animale. Oui. Il y a déjà des cultures qui se faisaient pour le maïs sucré pour la consommation humaine, qui étaient sous plastique ou de quoi de semblable? La technologie qu'ils utilisent dans le maïs sucré, c'est qu'ils étendent le plastique, puis après, ils font le semis. Donc, le grain est percé à travers le plastique. OK. Tandis qu'ici, le plastique est déjà pré-perforé, si on peut dire? Oui, exactement. Dans le fond, on fait le semis, puis le plastique est mis à la suite du semis. OK. Vous avez parlé tout à l'heure de température, que vous aviez de 8 à 10 degrés de différence entre le maïs sous plastique et versus à terre naturelle, si on peut dire. Là. Ça a vraiment une importance au niveau de la croissance du plant. Oui, exactement. Parce que dans le fond, plus qu'on va avoir de chaleur pour le grain de maïs, on sait que du maïs, ça prend beaucoup de chaleur pour qu'il pousse. Donc, plus on va avoir de chaleur, plus la germination va se faire vite, puis plus il va pousser vite aussi. Et la maturité va se faire plus rapidement. Là. Fait que là, on voit, M. Bélanger, du côté gauche et du côté droit, on a la différence entre les deux plants. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, le plant qui est le plus gros, c'est le plant qui était sous plasticulture. On voit beaucoup que le système racinaire est beaucoup plus développé que le plant qui était en témoin sur le sol normal. Par contre, c'est sûr que l'autre plant a seulement 4 feuilles. L'autre, on parle quasiment de 6 ou 7 feuilles. Donc, il y a déjà là une bonne différence. Fait que c'est une croissance qui est plus rapide, une croissance qu'on va avoir les résultats au niveau de la grosseur de l'épi, certainement. Hein? Oui, effectivement. Probablement que le rendement va être là aussi, puisque le plant est plus gros puis il a décollé plus tôt. Il va avoir plus de chaleur. Donc, il va se rendre beaucoup plus à terme, tandis que l'autre va être plus à risque. On voit maturité, on parle de maturité au niveau de la hauteur de la plante, au niveau du nombre de feuilles. Mais est-ce qu'il est vrai de croire que si c'est plus développé à l'extérieur, que c'est aussi le système racinaire va aussi se développer plus rapidement? Oui, aussi. On parle aussi qu'on va aller chercher du rendement, pas nécessairement de maturité, mais on irait chercher plus de rendement avec cette technologie-là. C'est un peu ce qu'on va voir aussi là, en faisant nos essais ici. Là. OK. Au niveau de l'investissement, ça peut coûter combien à peu près pour un producteur faire un semis de cette façon-là? C'est sûr que c'est quand même assez considérable. On parle entre 450 et 500 $ l'hectare de plus semé en technologie Samco comme ça. Puis le semoir, il se détaille 25 000 $ de plus environ.
qu'un semoir conventionnel. Autre inconvénient du semoir, on ne peut pas mettre d'engrais au semis. Donc, on sait qu'il n'y a pas de démarreur dans la région. Ici, c'est très risqué, donc même voire non recommandé. Donc, il faut repasser pour remettre un démarreur. Le nombre de producteurs approximatif ou le pourcentage dans la région qui utilisent le maïs? C'est sûr que dans la région ici, on est vraiment à limite pour les, comme on parlait tantôt, les unités thermiques. On parlerait peut-être maïs grain et maïs ensilage, peut-être 35, 40 en tout. Mais c'est sûr que cette technologie-là marche. Probablement que le nombre de producteurs va monter considérable puisque c'est une sécurité de plus que ça peut apporter. Là. OK. Si on regarde au niveau, on a parlé des coûts d'implantation, le coût d'achat du plastique et tout. Par contre, si on regarde le marché du maïs, il y a la demande pour l'éthanol et tout. Oui. Les producteurs qui n'ont pas accès au maïs ici dans la région à le cultiver eux-mêmes, c'est quand même des frais additionnels qu'ils doivent débourser oui, pour se le procurer. effectivement. Il y a quelques années, le maïs se détaillait à environ 130, 150 $ la tonne. Cette technologie-là aurait probablement même pas été regardée, même pas mis sur la table, puisque le coût du maïs n'était pas assez élevé pour engendrer un coût supplémentaire comme ça. Par contre, cette année ou les années antérieures aussi, on parle d'un maïs qui peut varier entre 280, 300, 315 $ la tonne, ce qui peut être très considérable pour essayer une technologie comme ça, puis essayer de faire du maïs grain dans la région. Là. Et en plus, ça permet aux producteurs qui n'y avaient pas accès de consommer son propre maïs. Si, Fait qu'au niveau de l'alimentation animale, c'est au niveau essentiellement au niveau des bovins ou bien s'il y a d'autres espèces aussi? C'est vraiment toutes les espèces, je vous dirais, autant dans le porc qu'on utilise du maïs, la volaille, les bovins, les vaches laitières, tout ce qui est mouton, chèvre, ça peut aussi être alimenté avec du maïs. Puis dans les types de sols, y a-t-il des types de sols qui se prêtent mieux à la culture du maïs, règle générale? C'est sûr qu'un sol qui est bien drainé, comme toutes les cultures, va aider. Aussi un sol qui est pas trop acide, qui est bien chaulé. Une bonne condition de sol en général va aider au maïs, ça c'est certain. OK. Les producteurs qui ont des questions justement au niveau de la culture, vous offrez un service chez Groupe Dinaco pour accompagner les producteurs? Oui, effectivement. On a une équipe d'experts conseils qui est sur le terrain, dans le champ, qui peut vous offrir un bon service et suivi, tant au niveau de l'implantation, la vente de semences, etc. C'est des experts conseils qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent, puis pas seulement au niveau du maïs, tantôt on parlait de toutes les cultures. Chaque expert conseil a sa spécialité qui peut grandement aider les producteurs. Comme vous avez pu le constater au cours de l'émission, c'est pas parce qu'on voit un champ de maïs qu'il est nécessairement destiné à la consommation humaine. Merci à nos deux professionnels qui nous ont permis d'en connaître un peu plus au niveau de l'utilisation du maïs pour les animaux. Avec plus de 3 700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.